Nombre de professionnels de l'info s'accordent à reconnaître que les problèmes de santé sexuelle et de reproduction chez les ados sont dus aux changements biologiques qui interviennent pendant la phase d'adolescence. Au cours de cette période, les organes sexuels sont très actifs et nécessitent qu'on y prête beaucoup d'attention, faute de laquelle on assiste à des conséquences qui ne sont pas moins négligeables. C'est pour parler des problèmes de la santé sexuelle, notamment sur les grossesses non désirées, que nous recevons ce soir Madame Germaine Boudimou et Monsieur J.R. Magnondo. Madame Germaine Boudimou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre volontaire de la CBF. Et quant à Monsieur J.R. Magnondo, vous êtes le président du MAJ, qui veut dire Mouvement Action et Jeunesse. C'est bien cela? Bien, membre madame. volontaire de la CBF. Oui, oui. Les grossesses non désirées, les IST, les avortements, les infanticides, voire l'abandon des études, sont là les problèmes majeurs de la santé sexuelle chez les adolescents. Mais ce soir, nous allons nous attarder sur les grossesses non désirées. À titre de rappel, c'est quoi une grossesse non désirée? Merci. Une grossesse non désirée, c'est une grossesse qui surprend l'un des partenaires sexuels ou les deux partenaires sexuels à la fois. Une grossesse non désirée, disons, c'est une grossesse qui n'est pas souhaitée, qui n'est pas voulue, une grossesse non voulue par l'un des partenaires ou les deux. Je suis en train d'insister sur le fait que ce soit un partenaire ou les deux, parce que il peut arriver que au cours d'une grossesse ou pendant le rapport sexuel, il y a un des partenaires qui est en train de l'avoir avec la pensée d'avoir à la fin une grossesse. Ça peut être l'homme ou ça peut être la femme. Parce qu'une femme peut dire, cet homme, je le veux pour moi. Et donc pour l'avoir, je n'ai pas un autre moyen que de tomber enceinte de lui. Quand je serai enceinte, avec la grossesse, je vais donc intégrer son foyer. Et à cet instant, la grossesse-là ne sera pas non désirée pour la femme, mais non désirée pour l'homme. Mais le fait que ça soit déjà non désiré pour l'homme qui va être surpris de cette grossesse, ça veut dire que la grossesse est totalement non désirée. Elle est appelée non désirée. Et c'est la même chose pour un homme qui peut sortir avec une fille parce qu'il aime la fille, mais il ne sait pas comment la voir. Et il décide de l'enceinte pour afin qu'on lui donne cette femme et que ça devienne par exemple sa femme. Et à cet instant, la grossesse, le fait que la fille était surprise, elle n'était pas préparée pour porter une grossesse, cette grossesse est non désirée aussi. Donc la grossesse non désirée, c'est celle-là qui va surprendre, ne fût-ce qu'un seul partenaire sexuel, ou les deux à la fois. En ce moment, nous appelons ça une grossesse non désirée. Et pour les cas des adolescents, que nous sommes en train de parler des adolescents, en ce moment, la grossesse sera appelée grossesse non désirée et aussi précoce parce que la personne ou les partenaires n'ont pas encore atteint 18 ans. Donc, lorsque les partenaires n'ont pas dépassé 18 ans, leurs grossesses sont appelées les grossesses d'abord non désirées et ensuite non précoces. Monsieur J.R., c'est vrai qu'une grossesse non désirée, c'est une grossesse qui surprend donc les deux partenaires ou l'un des partenaires. Mais s'agissant des adolescents, en se livrant à l'activité sexuelle, est-ce qu'ils ne s'attendaient pas à se retrouver enceintes? Merci Madame Laura. Madame Germaine venait là de définir les grossesses non désirées en général. Mais si nous prenons le cas spécifique des jeunes ou des adolescents que nous sommes... Parlons plus des filles, hein, parce que ce sont les filles qui se retrouvent enceintes. Oui. Aucun adolescent n'a de rapport sexuel dans le but d'avoir un bébé. Le rapport sexuel chez les adolescents, c'est pour le plaisir. Quelquefois, les jeunes se livrent à l'activité sexuelle sans même avoir des informations sur les changements biologiques que leur corps est en train de subir. Nous voyons par exemple les jeunes de 10 ou 12 ans se livrer à l'activité sexuelle. Or, à cet âge-là, les adolescents n'ont pas la connaissance de ce que leur corps est en train de subir, c'est-à-dire qu'ils sont capables désormais là de porter une grossesse. Et aussi, il faut reconnaître que les jeunes se livrent à l'activité sexuelle parce qu'ils ne peuvent pas contenir les pulsions sexuelles qui arrivent. Donc, ils se livrent par comme pression que leur corps leur pousse. Concrètement, quelles sont les conséquences de ces grossesses chez la fille et chez le garçon? Je voudrais revenir sur le fait que les gens ont les rapports sexuels, ils devaient avoir dans leur conscience que la grossesse va arriver. J'ai dit que ce n'est pas seulement au niveau des adolescents. Même les adultes, toutes les fois qu'ils ont rapport sexuel, ils ne pensent pas toujours enfant.
C'est pour cette raison que dans cette condition, c'est d'abord le plaisir sexuel qui les pousse à avoir le rapport sexuel. Et quand ils ont le rapport sexuel, à la fin, c'est généralement la femme qui constate qu'à la date prévue pour les règles, elle n'a pas de règles. Et elle commence à réfléchir autour de ça. Et parfois, c'est elle qui annonce même à son époux que voilà, même pour les grandes personnes qui sont mariées, que je suis enceinte. Et les deux parfois sont surpris parce qu'au départ, ils n'avaient pas préconisé. Madame Germaine, je ne voudrais pas déplacer le sujet, mais étant donné que la grossesse est la résultante d'un rapport sexuel, est-ce que avant de s'y engager, est-ce que l'on ne devrait pas prendre des précautions? C'est là tout le problème. Là, nous sommes en train de parler des adolescents. Le jeune a bien dit qu'à cet instant, ils n'ont même pas l'information sur tous les changements qui se passent dans leur organisme. La fille, elle, par exemple, elle a ses règles. C'est pour parler des adultes, puisque vous venez de souligner les adultes, donc c'est pour parler des adultes que je vous pose cette question. Non, même pour les adultes, le rapport sexuel n'est pas toujours synonyme d'avoir une grossesse, de faire un enfant. Même pour les grandes personnes, nous ne sommes pas comme des animaux qui s'accouplent seulement au moment où ils veulent avoir un enfant. Mais les hommes ont pour moyen d'épanouissement le rapport sexuel surtout en couple. Et le rapport sexuel fait que les couples se rapprochent. Un couple, par exemple, qui n'a pas de rapport sexuel assez souvent, c'est un couple qui est presque séparé. C'est un couple qui va voir que même leur désir, même leur amour va s'effriter doucement, doucement, commence à perdre quelque chose parce que c'est fait de telle manière que lorsque ils se mettent ensemble, ils ont le contact sexuel. Comme pour fidéliser le couple, ils fidélisent leur amour. Pour leur amour. Donc les rapports sexuels, c'est pour fidéliser, pour l'harmonie du couple. Ça n'a pas toujours été pour le but de faire un enfant. C'est pourquoi il y a très souvent des grossesses non désirées. Et donc, s'agissant des conséquences, peut-on connaître les conséquences chez la fille, chez le garçon, du point de vue médical, social et scolaire? Sur le plan médical, par exemple, chez la fille, nous allons commencer de parler de la fille. Sur le plan médical, au niveau de la fille, quand les filles sont encore adolescentes, disons, la première idée qui vient chez la fille lorsqu'elle n'a pas ses menstrues à la période donnée, c'est d'abord l'avortement. Toutes les filles, toutes les adolescentes, toute adolescente commence toujours à penser avortement. Et donc, la première conséquence, c'est l'avortement. Et l'avortement, vous le savez bien, a aussi ses conséquences. Justement. Comme le rapport sexuel, la résultante, c'est la grossesse. Et quand il y a la grossesse, vient l'avortement comme conséquence. Et la conséquence de l'avortement aussi arrive après le cas des filles qui meurent pendant les avortements. Il y a aussi le fait qu'après, elles ont des infections quand il n'y a pas de suivi post-abortum. Et il y a aussi le fait que ces enfants-là peuvent à la longue aussi subir ce qu'on appelle l'infertilité ou la stérilité qui va arriver parce que la fille a dû pratiquer beaucoup et dans des conditions qui sont très mauvaises l'avortement. Donc la première chose sur le plan médical, c'est l'avortement. En dehors de l'avortement, la fille peut garder sa grossesse, elle va arriver à la période de l'accouchement, mais pendant l'accouchement devient très difficile pour cette fille-là. Pourquoi? Parce que son organisme n'était pas encore préparé pour ce genre d'exercice. Elle va avoir des douleurs qui vont prendre beaucoup du temps. Si une femme qui est déjà mature peut souffrir des douleurs d'enfantement pendant une journée, 24 heures, sinon 12 heures, mais pour cette fille-là, elle peut prendre 2 jours. Elle a des douleurs, elle ne peut pas manger, elle ne peut rien boire, elle ne sait pas comment ce qu'il faut faire, et ça peut prendre beaucoup du temps. Et l'accouchement aussi peut s'avérer aussi difficile parce que déjà, il y a tout un système qui est engagé dans l'accouchement. Et par exemple, lorsque nous voyons le fait que le col de l'utérus était fermé, il doit donc s'ouvrir largement. Le bassin de l'enfant n'est pas encore complètement développé pour les enfants qui ont, par exemple... On parle de bassin rétréci. De bassin rétréci. Mais non, là, je ne parle pas de bassin rétréci parce que nous parlons de bassin rétréci lorsque la femme est déjà grande, mais son bassin est toujours limité et rétréci. Et là, généralement, les femmes ne peuvent pas accoucher par voie basse. Il faut donc une césarienne. Mais chez la fille, ce n'est pas que ça c'est rétréci, mais c'est parce que elle n'est pas encore complètement développée. Vous voyez que la partie du bassin se développe chez les filles au fur et à mesure. Pendant qu'elle est en train de prendre de l'âge, nous constatons que cette partie-là s'élargit. Et
Et si ça n'avait pas encore atteint son développement total, la fille va avoir des problèmes pour faire passer un enfant, surtout un enfant de poids, de gros poids, par voie basse. Donc, elle ne peut pas s'ouvrir. Et encore, le bassin pourra peut-être s'ouvrir, mais au niveau du périnée, il y aura encore une rigidité. Le périnée est encore rigide, c'est cette partie-là qui est entre le vagin et l'anus, qui souvent s'élargit pour faire sortir l'enfant. Et quand c'est comme ça, la fille peut avoir une déchirure du périnée à cet instant-là parce que ce n'était pas encore développé, c'est encore dur. Je prends souvent l'exemple des fruits, par exemple les mangues. La mangue, vous allez voir que bientôt là, il y aura des mangues vertes. Mais lorsque vous prenez une mangue qui n'est pas encore mûre, vous êtes en train de la manger, vous allez sentir que elle se casse presque dans la bouche en contact avec les dents. Mais par contre, lorsque la mangue va mûrir, la peau là devient souple. Et quand vous mettez la dent, vous êtes même capable de tirer la peau là à une distance donnée. La peau qui se cassait hier lorsqu'elle n'était pas encore mûre peut maintenant être souple et s'élargir. Et c'est ce qui se passe exactement chez la fille. Quand elle n'est pas encore mûre, la partie là est dure. Et donc, elle se déchire, elle se casse pendant que l'enfant va sortir. Mais quand elle atteint 18 ans, sinon plus, en ce moment-là, la partie là devient souple et facilement, la sage-femme peut diriger l'accouchement et la fille peut accoucher sans déchirure, sans problème. Donc, ça, c'est la difficulté que les filles ont pendant l'accouchement. Et l'autre difficulté, c'est que elles peuvent arriver jusqu'à terme, mais donner des enfants de faible poids. Pourquoi faible poids, donc moins de 2,5 kg? Parce qu'elle est d'abord elle-même enfant et elle se voit dans son sein se développer aussi un autre enfant. Et cet enfant-là ne pourra pas atteindre le bon poids. Et quand elle accouche, c'est un enfant de faible poids qui doit aussi rester à la maternité après l'accouchement le temps qu'il puisse avoir le poids qu'il faut. Et parfois aussi, elles peuvent accoucher prématurément. L'accouchement est prévu pour 40 semaines et demie, mais ces filles-là peuvent accoucher prématurément, c'est-à-dire à 7 mois, sinon 28 semaines, 30 semaines, elle accouche parce que l'enfant n'a pas eu le temps de se développer, parce que le milieu n'était pas vraiment approprié pour que l'enfant se développe. Et donc, quand je vous ai parlé, par exemple, de la déchirure qui peut intervenir au niveau du périnée, et c'est une déchirure où lorsqu'elle n'est pas orientée, si elle n'y a pas de suivi, si l'accouchement ne s'est pas passé dans un milieu bien, peut faire que l'enfant là demeure. Donc, peut faire que le vagin se communique avec l'anus. Et quand c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la fistule obstétricale. L'enfant, la fille peut désormais avoir les selles qui vont pas sortir par le vagin. Sans contrôle. Donc, incontrôlé, ça devient un problème sérieux. Ou si la déchirure a eu lieu du côté de l'urètre, en ce moment-là, la fille va avoir des urines qui vont fuir par le vagin. Et ça, c'est une vie qui est difficile parce que la fille, en ce moment-là, se recroqueville sur elle-même. C'est une fille qui n'a plus une bonne relation avec les autres parce qu'elle sent mauvais. Ce n'est pas sa faute, elle est obligée de se protéger tout le temps, mais c'est parce qu'elle avait porté une grossesse non désirée qui était précoce pour elle et qui lui a apporté beaucoup de conséquences. Et en dehors de ça, il y a le fait que la maman aussi peut décéder, la fille peut décéder pendant l'accouchement. Parce que si le travail n'est... Parce que de plus en plus on parle de la mortalité maternelle. La mortalité. Et nous sommes partis pour lutter contre la mortalité maternelle. Et pour ça, nous devons lutter contre les grossesses non désirées précoces. Parce qu'après, il y a des filles qui meurent pendant l'accouchement. Parfois, avec les bébés. Les bébés ne sont même pas sortis encore parce que la voie ne s'est pas libérée pour que l'enfant passe. Et la mère et l'enfant meurent. Voilà pour ce qui avait pour des conséquences médicales. Je pense que la liste n'est pas exhaustive, mais c'est que nous avons pu épingler par rapport aux conséquences médicales de l'enfant, de l'adolescente. Et sur les conséquences sociales, là aussi, il y a un gros lot de conséquences. La première conséquence, c'est le rejet des parents. Je vous assure que je suis une maman. À un certain moment, il y a des réactions que je peux avoir par rapport à une fille qui vient me dire, par exemple, ou que je constate qui est enceinte. Parce que à l'âge de l'adolescence, les enfants sont encore à l'école. Et le souhait pour les parents, c'est que ces enfants-là puissent aller plus loin dans les études. Peut-être plus que même les parents. Justement. Et qu'un enfant arrive, par exemple, en 3e, te dise qu'elle est enceinte.
il y a un problème. Parfois, c'est seulement en classe de CM2. Hein. Parfois au CM2, il y a un problème. Tu dis, tous les projets que j'avais pour cet enfant s'arrêtent là. Parce qu'on ne sait pas, elle va porter la grossesse, avec tout ce qu'il y a pendant la grossesse, les signes, les malaises et tout. Elle ne pourra plus aller à l'école, elle va accoucher, il faut chercher une nourrice pour qu'elle se libère un peu. Et tout ça, parfois, on n'en a pas de moyens. Et elle va demeurer votre fille, mais il y a quelque chose qui va être brisé, l'amour va diminuer. Et à cet instant-là, l'enfant va subir un rejet parental en ce moment-là. Et en dehors des parents qui peuvent rejeter la fille, il y a aussi les amis. Justement. Parce que le groupe de filles, ils aiment être toutes prêtes à faire ce qu'elles pensent dans leur environnement. Et quand dans le groupe, il y a une fille qui tombe enceinte, elle est maintenant à la merci des autres. Elle ne peut même plus par honte être avec les autres. Et les autres commencent à la fuir. C'est souvent exactement comme un mouton qui a mis un panier sur la tête. Il est en train de suivre les amis pour qu'ils continuent à marcher ensemble. Mais quand les amis se retournent, regardent comment il est, les amis l'abandonnent, ils sont en train de fuir. Et donc, c'est ça, ça se passe exactement comme ça, où les amis ne peuvent plus rester là en train d'attendre leur collègue qui est tombé enceinte. Et même la société, aussi l'entourage. Et toutefois, quand elle va passer, on lui montre le doigt. Voilà la fille de maman Intel, elle est tombée enceinte. Et dans le quartier, tout le monde parle, les jeunes parlent, les hommes parlent d'elle. Et ça, c'est un rejet qui est donc qui est très difficile à vivre pour la fille. Elle est obligée maintenant de rester à la maison, de cacher sa grossesse, de se couvrir parfois les pagnes et tout. Oui. Et la deuxième conséquence sociale, c'est le refus du jeune, du partenaire, qui va refuser la grossesse. Comme elle est encore adolescente, c'est vrai que parfois elle sort avec des grandes personnes, mais à cet instant, les garçons commencent à nier le fait qu'ils ont été ensemble. Alors, Madame Germaine, juste un instant, je voudrais donc reposer la question à Monsieur JR. Vous êtes un homme, vous êtes un jeune, de surcroît président du mouvement Action Jeunesse. Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme arrive à nier une grossesse? Bon, très souvent, les jeunes, ils n'ont pas assez de moyens pour supporter une grossesse. Ils n'ont pas la capacité de prendre en charge une fille et même un bébé. C'est le fait qui pousse les jeunes à refuser les grossesses. Parce que eux, ils avaient fait l'acte sexuel pour le plaisir. Mais à la suite, il y a un cas de grossesse. Puisqu'il ne peut pas supporter la grossesse, il est obligé de refuser la grossesse, de refuser la paternité du bébé pour être plus libre et peut-être continuer son vagabondage sexuel. Et est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe donc dans la conscience de la personne? Est-ce que la personne est libre? Est-ce que la personne se sent vraiment concernée? Parce que le fait de refuser quelque chose qui s'avère être vrai, à ce moment-là... Il a beau refuser, mais il aura toujours des remords. Il se posera mille et une questions, se demandant est-ce que réellement c'est sa grossesse, ou peut-être que la fille, puisque aujourd'hui les jeunes filles ont une certaine habitude d'avoir plusieurs partenaires, il se demande est-ce que c'est une grossesse venant de moi ou d'un autre homme. Quelquefois, je veux ajouter, ils refusent parce qu'ils savent que la fille a plusieurs partenaires. C'est certainement pas ma grossesse, c'est celui d'un autre. Donc, le jeune homme refuse à cause de tous ces paramètres, de l'incertitude, de l'incapacité de prendre en charge. Mais lorsqu'il est seul à la maison, je pense que le jeune homme a des remords. Madame Germaine, nous poursuivons avec une autre... Merci, Madame Laura. Et donc, c'est ce phénomène-là où il arrive parfois que les hommes refusent la paternité. Ils refusent le fait que ce soit eux qui soient des auteurs des grossesses. Voilà. Et là aussi, il y a encore un phénomène qui va donc intervenir à cet instant. La jeune fille va être seule à s'occuper de cet enfant-là en habitant encore chez ses parents. Et c'est le phénomène de fille-mère. Et ça devient un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus dans notre société, où il y a beaucoup de jeunes filles qui sont seuls parents des enfants. Et ils sont obligés, et très souvent c'est les parents parfois, un parent, un frère, un oncle, qui déclarent même la naissance de ce bébé-là parce que le père géniteur avait refusé pendant la grossesse qui n'était pas l'auteur de la grossesse. Et ça aussi, c'est une autre conséquence aussi, c'est un autre problème de santé sexuelle des adolescents. Et il y a aussi le fait que la fille ne va pas avoir de l'affection pour cet enfant. Sa tête, elle n'avait pas calé l'arrivée de cet enfant.
Et voilà cet enfant-là qui vient comme pour gaspiller tout le programme de la jeune fille. Elle ne va pas avoir de l'amour, de l'affection pour cet enfant. Et c'est en ce moment-là que naissent les infanticides. Et c'est là où naissent les infanticides. C'est mon enfant, c'est vrai, mais je trouve que l'enfant-là me dérange. Et au lieu que je continue à l'avoir avec moi, je suis obligée de tuer. Et il y a aussi le fait que il y a des mariages précoces où la fille est encore toute petite, mais la grossesse, c'est maintenant une occasion pour elle d'intégrer la maison de son mari. Et même là, lorsqu'elle y va, les choses ne se passent pas comme elle pensait, la difficulté persiste. Et parfois, ce sont même les parents de la fille qui observent comment est-ce que leur fille est en train de vivre. Et là, à cet instant-là, la colère commence à diminuer de pression, où ils sont parfois obligés de repartir, même pendant qu'elle est encore enceinte, de récupérer l'enfant pour que l'enfant revienne dans le foyer, ou d'attendre l'accouchement et de prendre l'enfant après l'accouchement, et l'enfant revient encore dans le foyer. Et donc, voilà pour ce qui a des conséquences sociales des grossesses non désirées précoces. Et sur le plan scolaire, nous savons qu'il y a l'abandon des études généralement par honte, parce que la fille a honte d'aller avec sa grossesse à l'école. Elle préfère donc rester à la maison. Elle abandonne les études, ou parce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent les prendre en charge les deux et s'occuper de sa scolarité et s'occuper de son enfant. En ce moment, la fille est obligée de se jeter dans la vie sociale, où elle est obligée d'aller vendre quelque chose pour venir en aide pour son bébé. Voilà pour ce qui avait des conséquences au niveau des filles. Autant de questions, autant de conséquences chez la jeune fille, mais qu'en est-il chez le jeune garçon? Bon, chez le jeune garçon, les conséquences médicales, il n'y en a presque pas, à part les remords dont nous venons de parler. Donc, c'est une conséquence qui est au niveau de la conscience de la personne. Mais s'agissant des conséquences sociales, le jeune garçon a quasiment les mêmes conséquences que la jeune fille. Bon, nous vivons par exemple le rejet des parents, où il y a déjà des parents qui préviennent les jeunes garçons, au cas où tu vas enceinter une jeune fille, j'irai te mettre chez cette jeune fille. Et il y en a ceux qui appliquent ce qu'ils disent. Dès que le jeune garçon a enceinté et l'information tombe chez les parents, ils renvoient l'enfant de la maison. Et ce qui peut entraîner l'abandon des études au niveau du jeune garçon aussi, puisqu'il est abandonné à lui-même, il se lance dans la vie sociale, comme venait de dire Madame Germaine. Il cherche un petit boulot, des métiers de la rue pour apprendre à prendre soin de l'enfant et de sa femme. Voilà. Et quelquefois, nous vivons aussi le manque d'affection. Donc, c'est-à-dire le bébé qui va arriver n'aura pas beaucoup d'affection, parce que le jeune homme se dit, c'est à cause de cet enfant que j'ai gâché mon avenir, que ma vie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et au cas où le jeune homme refusait la grossesse, le jeune homme propose en fait à la jeune fille d'enlever cette grossesse, d'avorter. Ou encore, à la naissance de l'enfant, le jeune homme continue à refuser la grossesse. C'est pourquoi Madame Germaine venait de parler des infanticides. Et quelquefois, les parents de bonne volonté sont obligés de garder le jeune homme, mais de proposer le mariage précoce. C'est-à-dire, on dit au jeune homme, bon, tu prends ta femme, et nous vous donnons une maison, mais tu l'épouses. Mais à votre avis, est-ce que ce n'est pas une bonne idée? Puisque au lieu de continuer dans le vagabondage sexuel, vous avez là une femme gratuite. Est-ce que ça n'arrange pas les jeunes? Mais le mariage, ce n'est pas une garantie en fait. Ce n'est pas une garantie. Cela n'empêche pas le jeune homme de faire le vagabondage sexuel. La femme est à la maison avec le bébé, mais dehors, j'ai d'autres copines. Nous le vivons aujourd'hui dans les couples, où il y a des adultes. Ils ont une femme à la maison, mais ils ont des copines à l'extérieur de la maison. Donc cela n'empêche pas, à mon avis, le vagabondage sexuel. Merci. Nous poursuivons notre entretien. Cette fois-ci, nous allons parler de la prévention. Que faire alors pour prévenir ces conséquences? C'est là véritablement la question pour la lutte contre les grossesses non désirées précoces, avec toutes les conséquences qui sont autour des grossesses non désirées. Le premier maillon pour la lutte contre les grossesses non désirées précoces, c'est les parents. C'est nous, les parents, qui devons prendre en charge véritablement nos adolescents. C'est que nous voulons dire par là que lorsque nous avons des enfants qui commencent à avoir des changements biologiques, nous devons commencer à faire de ces enfants nos amis.
Si c'est une fille, la maman devait faire de cet enfant sa copine. Commencer à lui parler de tous les changements qu'elle est en train d'observer dans son corps. De lui dire que là maintenant tu as des seins, là maintenant tu commences à avoir les règles. Sais-tu que si tu peux avoir un rapport sexuel, maintenant tu peux tomber enceinte. Et en dehors des grossesses, il peut y avoir des maladies qui peuvent intervenir. Parler franchement de ces choses, expliquer aux enfants parce que les parents aussi, tous sont passés par là. Ce n'est pas passer tout le temps à engueuler les enfants. Parce que ce que nous faisons, c'est que nous les engueulons. Les pauvres ne connaissent pas ce qui est en train d'arriver. L'agitation là qu'ils sont en train de faire, c'est comme un feu qui est en train de se dégager au-dedans d'eux. Ils ne savent pas pourquoi ça arrive. Et c'est quelque chose qui s'arrête à un certain moment. Tu peux avoir un enfant qui, autour de 14 ans, 15 ans, t'a posé beaucoup d'ennuis, était agité, et qui, après, se calme véritablement et continue à poursuivre son cursus. C'est que les parents ne doivent pas abandonner. Les parents doivent laisser les barrières de la tradition. Parce que notre tradition nous dit que c'est une honte de parler de la sexualité avec les enfants. Mais je crois que nous devons bannir ces connaissances, nous devons bannir ces pratiques et commencer à parler à ces enfants-là nous-mêmes. Le problème, c'est que si nous ne parlons pas en tant que parents avec nos enfants, la rue va facilement et rapidement récupérer ces enfants-là et leur donner les informations qui sont erronées. Et quand l'enfant va prendre ces informations et commence à pratiquer à la manière de la rue, et les conséquences vont s'en suivre. Et ça ne sera pas seulement l'enfant qui va subir, mais aussi les parents. Donc, nous devons donc bannir toutes les barrières de la tradition et voire même de la religion, parce qu'il y a d'autres religions qui pensent que le problème de la sexualité, c'est un problème tabou. On ne doit pas en parler. Et donc, il faudrait que les parents, quand les enfants arrivent à l'âge où ils commencent à avoir des transformations biologiques surtout, et même physiques, il faut commencer déjà à aborder ces sujets-là. Vous êtes en train d'avancer, tu es un homme, mon fils, voilà, tu es en train de partir, tu vas commencer à voir ça, tu vas commencer à voir ceci, et quand tu vas commencer ça, ça veut dire que tu deviens un homme, mais il faut faire attention, il ne faut pas aller avec les femmes n'importe comment, sinon tu vas aller enceinte, et si tu es enceinte, voilà ce qui pourra arriver. Donc, essayez de placer tout ça devant l'enfant et amener l'enfant à supporter les pulsions qu'il est en train de sentir. C'est pour un temps. Soutenir l'enfant. Soutenir véritablement l'enfant. Lui dire que c'est pour un temps et après ça va aller et qu'on a toute la vie pour avoir des contacts sexuels entre les hommes et les femmes. Et surtout quand le moment sera venu, tu seras marié, tu auras ta femme. Mais par contre, si tu commences plus tôt, tu peux boycotter ta vie, tu peux mourir parce que des maladies sexuellement transmissibles conduisent aussi vers la mort. Tu peux avoir des séquelles de ces maladies-là, comme la stérilité. Il faut éviter ça, donc il faut préserver ta virginité jusqu'au moment où tu pourras te marier. Autrement dit, Madame Germaine, un parent ne devrait pas ignorer cette phase d'adolescence, mais devrait donc veiller à cela, s'attendre à cela. Moi, je pense qu'à un certain moment, peut-être que les parents eux-mêmes aussi, il y a des parents qui ne comprennent pas ce qui arrive au niveau des enfants, bien qu'ils soient passés par là. Mais comment ne pas comprendre alors qu'ils sont passés par là? Ils sont passés par là, mais peut-être qu'avec la turbulence, eux-mêmes aussi, ils étaient dans la turbulence, ils n'ont pas compris. Peut-être qu'ils ont peut-être du mal aussi à le faire. Vous voyez, peut-être qu'il y a aussi du mal parce que tu peux connaître, mais transmettre, ça devient un problème. En ce moment-là, si les parents se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas la capacité de parler de ces choses aux enfants, nous pensons que les parents peuvent les orienter vers les institutions qui ont habilité à parler de ces choses, comme la CBF. Madame Germaine, parler c'est bien, comme vous venez de le dire, mais est-ce que les parents ne devaient pas aussi accompagner leurs enfants financièrement? Parce que nous constatons très souvent qu'il y a des jeunes filles qui sont abandonnées à elles-mêmes. Et vous constatez que la jeune fille n'a pas de quoi s'acheter même une garniture. Vous comprenez de quoi je veux parler. Oui, je comprends. Et c'est difficile, il faut s'acheter des habits, il faut. Et du coup, l'enfant se retrouve seul et voilà, la rue le récupère si vous voulez. Ça, c'est encore une responsabilité qui est parentale, de veiller sur les enfants et les accompagner jusqu'à ce point. Vous avez par exemple une jeune fille qui commence à avoir ses règles. Elle a ses règles, mais elle n'a pas de garniture. Elle n'a pas de l'argent pour acheter la garniture. Je pense que les abandonner comme ça, ne pas les assister financièrement, c'est-à-dire lui trouver un peu d'argent de poche chaque fois, peut aussi conduire la fille à aller
vers les hommes, puisque c'est les propositions que les hommes font. Dès qu'il veut de toi, il te propose déjà un petit montant que tu peux avoir. Et tu vas balancer entre la maison et la rue. Tu trouves que le tonton là, le papa là s'occupe bien de moi. Alors, quand on va donc faire l'échange, il me donne l'argent et moi je lui donne son Alors que corps. ce n'est qu'un loup ravisseur. Alors que c'est un loup ravisseur. Il vient, c'est peut-être pour te gaspiller même, pour te laisser même des microbes, des virus, pourquoi pas. Et ça, je sais que en tant que parents, nous avons une grande responsabilité aussi à ce niveau-là. Donc, quand nous parlons d'assister les enfants sur les transformations biologiques qui interviennent chez les enfants, c'est aller jusqu'à ce niveau-là. Donc, je demande donc sur cette chaîne, sur cette tribune, aux parents de veiller sur toutes ces choses-là pour éviter que nos enfants tombent dans ces conséquences des grossesses non désirées. Parce que si nous les abandonnons à eux-mêmes, ils iront faire à leur manière et ils nous rapporteront les problèmes que nous venons de soulever ici tout à l'heure. Et à propos des adolescents, quelles sont les actions qu'ils peuvent mener pour évidemment prévenir ces conséquences? À propos des adolescents, la prévention se focalise sur deux axes. Le premier axe, c'est la recherche de l'information. Nous savons tous que l'adolescence, c'est une étape de la vie où la personne est à la recherche de son identité. Il cherche véritablement qu'est-ce qui se passe dans son corps. Et pour cela, nous allons conseiller les jeunes d'aller principalement voir les parents. Parce que ce sont les parents qui dirigent les enfants. Ce sont les premiers conseillers des adolescents. Il y a des gens qui disent même que pour eux, leurs parents, ce sont des héros pour eux. Ce sont leurs modèles en fait. Donc les jeunes devraient s'approcher auprès des parents, premièrement, pour rechercher l'information sur les transformations qui s'effectuent sur leur corps ou sur les pulsions qu'ils sont en train de ressentir. Je sais que c'est très difficile, mais si le dialogue est d'abord établi en famille, comme venait de le dire Madame Germain, je pense que là, ça serait plus facile pour un adolescent d'aller voir son père ou sa mère pour lui poser une question sur la sexualité. Il faut d'abord que les parents brisent ce tabou, commencent à en parler pour donner après aux jeunes l'occasion, sinon l'opportunité de se rapprocher auprès d'eux. Mais si les parents n'ont pas l'information, ça ne sert à rien d'aller vers les amis. Parce que très souvent, les amis ou les grands du quartier ou la rue en général donnent des informations erronées. Il faut alors aller vers les institutions habilitées, les institutions habilitées, comme le MAJ qui est une institution, qui est une partie de l'ACBF qui est consacrée spécialement aux jeunes pour les informer, pour les éduquer, afin que eux aussi, à leur tour, informent d'autres personnes, comme je viens de le faire ce soir, informer les autres sur les questions de sexualité. Ils peuvent alors se rapprocher du MAJ, de l'ACBF, ou même les parents les conduisent vers l'ACBF. J'ai reçu des parents qui sont venus nous confier leur enfant afin qu'on les éduque parce qu'ils trouvaient que l'enfant commençait à vivre des choses qu'il ne vivait pas avant. Donc, voilà un peu le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'adoption d'une méthode contraceptive. Je précise bien contraceptive et non contraceptive moderne. Donc, dans ces méthodes contraceptives, je veux parler premièrement de l'abstinence sexuelle. C'est une méthode dont la rue déconseille aux jeunes. Ils disent beaucoup de choses sur l'abstinence sexuelle, mais au fond, l'abstinence sexuelle, c'est le meilleur moyen. C'est le moyen qui garantit à 100% la protection du jeune, tant sur les grossesses non désirées que sur les maladies sexuellement transmissibles, notamment les IST et surtout la maladie du siècle qui est le VIH-Sida. Cette méthode protège à 100%. Et c'est vrai qu'il est difficile pour un début, pour le jeune, d'adopter cette méthode. Il faut que le jeune résiste d'abord aux pulsions, mais juste après, nous voyons que les choses se passent calmement. Voilà, ça devient pour le jeune une vie en fait, et ça ne lui pose aucun problème de rester dans l'abstinence sexuelle. Et pour ceux qui sont incapables de retenir, sinon de s'abstenir, une méthode s'offre à eux, c'est-à-dire le préservatif, le port du préservatif. Exiger le préservatif. Aujourd'hui, on a un site internet qui www.tictacado.org. Sur ce site, par exemple, nous avons mis une image porte ta capote, mon pote. C'est-à-dire, la jeune fille doit exiger obligatoirement à son partenaire le port du préservatif si elle veut se protéger. Parce que nous voyons les jeunes garçons surtout
qui refusent le port du préservatif. Il est avéré qu'il y a certains jeunes qui acceptent de les porter, donc des préservatifs, mais qui utilisent des méthodes malséantes, c'est-à-dire qu'ils les trouent. En les portant, le préservatif est déjà troué. Donc la jeune fille se fait mentir. Elle croit que le jeune a porté le préservatif, mais c'est un préservatif qui est déjà foutu. Et sur ce point, je vais apporter 2 conseils. D'abord, je vais dire aux filles de faire porter aux hommes le préservatif. C'est ce qui est d'ailleurs conseillé. Au cas où le monsieur, sinon le jeune homme, refusait le port du préservatif, la fille, aujourd'hui, il y a les fémidomes, c'est-à-dire les préservatifs féminins, que la jeune fille peut porter, elle, sans que même l'homme ne le sache. Voilà un peu sur le préservatif. Mais si la jeune fille pense que pour les IST et le VIH-Sida, c'est garanti, son partenaire est fidèle, c'est-à-dire n'a que elle, ils peuvent alors adopter une méthode contraceptive moderne. Donc la pilule ou l'implant ou les injectables. Voilà un peu pour les jeunes, s'agissant des méthodes de prévention. Madame Germaine, s'agissant de l'abstinence sexuelle, ne pensez-vous pas que cela puisse avoir des conséquences sur la vie de l'adolescent? C'est vrai que, par définition, l'abstinence sexuelle, c'est le fait de ne pas avoir du tout de rapport sexuel. Et c'est la meilleure méthode, le jeune l'a vraiment précisé, que c'est le moyen de protection à 100%. Nous, notre volonté, c'est que les jeunes restent longtemps vierges, que les filles restent longtemps vierges, qu'ils pratiquent plus l'abstinence sexuelle et commencer l'activité sexuelle très très en retard. Mais c'est difficile de le faire parce qu'il y a trop de tentations autour. Et s'abstenir longtemps ne rend pas malade, que ce soit chez la jeune fille, que ce soit chez le jeune garçon. Au contraire, c'est le fait de commencer les rapports sexuels tôt qui rend plus malade. Donc l'abstinence sexuelle ne rend pas malade. Que les jeunes restent longtemps avant de commencer l'acte sexuel. C'est mieux de commencer quand ils ont déjà dépassé même les 18 ans, les 20 ans et plus tard là-bas, ils peuvent commencer. Le préservatif, comme vous venez de le dire, préserve l'adolescent de plusieurs problèmes liés à la santé sexuelle et cela n'est plus à démontrer. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le préservatif soit à l'origine du vagabondat sexuel? À cette question, je dirais tout court non. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous remarquons dans la ville, dans le pays, dans la vie courante, que les vagabonds sexuels n'utilisent même pas le préservatif. C'est un constat que vous avez fait? Bien évidemment. Et vous avez des pourcentages? Les pourcentages, en ce moment, non. Mais sinon, nous remarquons au niveau des jeunes. Dans les discussions des jeunes, nous sommes dans un milieu jeune. Nous discutons, nous en parlons tous à l'école, partout dans la rue. Et nous remarquons que les vagabonds sexuels n'utilisent même pas le préservatif. Puisqu'il se dit du préservatif que ça altère le plaisir, que ça diminue le plaisir. Et les jeunes préfèrent vivre à 100%, selon eux d'ailleurs, le plaisir en ne pas utilisant le préservatif. Alors que c'est une information, là encore, qui est erronée. Le préservatif nous protège contre plusieurs problèmes de santé sexuelle, notamment les grossesses non désirées dont nous parlons ce soir, les infections sexuellement transmissibles et aussi le VIH-Sida. Et c'est un moyen qui protège véritablement les jeunes sans faire d'eux des vagabonds sexuels. Parce que pour moi, à mon humble avis, une personne qui utilise le préservatif, c'est une personne qui a besoin de vivre encore. Donc, il ne peut pas être vagabond sexuel et utiliser le préservatif. Juste 2 questions avant de nous séparer, Madame Germaine. Il reste encore un doute au niveau des parents à propos de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes chez les adolescentes. Que pouvez-vous dire là-dessus? Ça, c'est un problème qui est en entier. Ce n'est pas seulement au niveau de des adolescentes, mais jusque-là, beaucoup de personnes gèrent les rumeurs. Et si aujourd'hui, ils pensent que les adolescents ou toutes les personnes ne peuvent pas utiliser les méthodes contraceptives modernes parce qu'ils sont ignorants. Ils n'ont pas une information là-dessus. Madame Laura, je vous assure que les méthodes contraceptives, pour la plupart, sont faites à base des hormones.
que la jeune fille elle-même commence déjà à libérer, commence déjà à sécréter pendant ces transformations biologiques. Et donc c'est ça qui est mis sous forme de comprimé ou sous forme d'injection et qu'on met donc au niveau de la fille. Le problème des méthodes contraceptives, ça ne rend pas malade. Ça n'a aucune conséquence telle que les gens pensent. Mais ça vient régler un problème, c'est que nombreuses agissent en bloquant l'ovulation. Et donc, pendant que la période où la jeune fille ou la femme va prendre, par exemple, les pilules, elle n'aura pas d'ovulation. Ces produits viennent, ça devient comme s'il y a une quantité qui est devenue élevée dans le sang. Et ça bloque tout le système de production des hormones qui ont pour rôle de faire que ces ovules deviennent mûrs. Et donc, ça y est dans l'ovaire, mais à l'état où c'est encore tout petit. Donc, ça ne sera pas prêt pour porter un enfant. Ça vient, par exemple, pour la pilule, ça vient au niveau de la glaire. La fille, pendant cette période, n'aura pas de glaire cervicale. Et donc, les spermatozoïdes ne monteront jamais pour aller féconder. D'ailleurs, même s'ils peuvent monter, l'ovule ne sera pas là, il n'aura pas d'ovulation. Donc, c'est un désordre comme ça qui vient créer, qui est juste physiologique et qui va donc revenir dès que la personne arrête de prendre les méthodes contraceptives. Donc, je pense qu'il n'y a aucune méthode contraceptive qui soit contre-indiquée pour les adolescentes. Dès que l'adolescente a déjà ses règles, elle a l'âge de procréer, on peut lui mettre sous toutes les méthodes contraceptives possibles. S'il ne peut pas porter le préservatif, il ne peut pas utiliser le préservatif, mais la pilule, les injectables, l'implant, le stérilet, tout ça peuvent aussi protéger la jeune fille. Alors très rapidement, Madame Laura, rapidement, monsieur Gier. Merci Madame Laura. Sur ce point, je voudrais demander aux jeunes de ne pas faire ce qu'ils font, c'est-à-dire aller en pharmacie, demander la pilule qu'une maman ou qu'une personne, qu'une voisine leur a conseillé, mais plutôt d'aller voir un personnel de santé pour avoir des informations sur la fameuse pilule du lendemain. Exactement, de voir la prestataire de service pour essayer d'avoir des informations précises, véritables et non erronées que nos consoeurs nous donnent. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Madame Germaine, pour nous séparer, pour nous dire au revoir, que peut-on retenir en 2 mots sur ce que vous venez de dire? Pour ce que nous venons de dire, les adolescentes, les adolescents peuvent retenir le fait que la grossesse non désirée, c'est celle-là qui surprend. Elle intervient après un rapport sexuel qui est normal et à la fin, l'un des partenaires ou les deux est surpris que la grossesse soit arrivée et que les grossesses non désirées avaient beaucoup de conséquences sur la vie sociale, la vie médicale, sur la vie scolaire des jeunes, et du genre la mort, les avortements, les infanticides, et aussi le fait que l'abandon des écoles, de l'école, le rejet des parents, il y a beaucoup de conséquences par rapport à cela, et que les jeunes aussi devaient retenir qu'il y a des moyens pour éviter ces grossesses non désirées. Pour ceux qui peuvent s'abstenir, nous conseillons que les jeunes s'abstiennent longtemps, qu'ils attendent à commencer le rapport sexuel très tard, c'est possible. Et s'il y a ceux-là qui brûlent, qui ne peuvent pas donc se contenir, qui ne peuvent pas s'abstenir, alors qu'ils utilisent le préservatif, parce que c'est le deuxième moyen le plus efficace pour protéger les jeunes, parce que le préservatif les protégeait contre les grossesses non désirées, contre les maladies sexuellement transmissibles, et y compris le VIH, et que la jeune fille pouvait aussi utiliser la pilule si elle n'a pas peur des infections sexuellement transmissibles. Parce que pour les jeunes, nous avons besoin de les protéger et contre les grossesses et contre les infections. Et si c'est un partenaire sûr, qu'elle puisse plutôt consulter au niveau des centres de santé pour commencer une méthode contraceptive moderne. Madame Germaine Boudimbo, merci. Merci, Madame Laura. Monsieur Gier Magnondo, merci. Merci, Madame Laura. C'est la fin de notre entretien qui a porté sur les problèmes de santé sexuelle chez les adolescents. Merci de l'avoir suivi et continuez de nous rester fidèles. Urgence Santé vous fait gagner en santé. Au revoir. Le message continue sur canal-7.net.